Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue que nous allons débuter par un titre important qui nous est proposé ce matin en première page du Haaretz. Le Haaretz qui se fait l'écho des rencontres d'hier, des rencontres intensives hier entre la délégation du Hamas qui est actuellement en visite au Caire et les autorités égyptiennes. Selon le Haaretz, les leaders du Hamas se seraient déclarés prêts à entamer des négociations en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale palestinien avec donc le Fatah. Ces leaders, Ismaël Haniyeh et Yihya Sinwar, en tête, ont même accepté de renoncer au contrôle du gouvernement fantôme du Hamas dans la bande de Gaza. Cette déclaration a été faite à l'issue de longues discussions donc, entre la direction du Hamas à Gaza et le chef des services de renseignement égyptien Khaled Fawzi. Selon le Haaretz, celui qui donne cet engagement, cette rencontre donc donne à cet engagement un caractère plus solennel et plus engageant. Donc apparemment, il s'agit d'un développement intéressant, mais il faudra bien entendu attendre diverses confirmations parce qu'il y a déjà eu dans le passé des annonces de la formation, ou en tout cas de la reformation d'un gouvernement d'union nationale palestinien entre le Fatah et le Hamas. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation de la part du Fatah de Mahmoud Abbas, de l'autorité palestinienne. La chaîne d'information i24 News a publié hier des extraits de l'intervention de l'ancien Premier ministre français Manuel Valls dans le cadre du Forum international de lutte contre le terrorisme qui se tient actuellement à Herzliya. Dans son discours, Manuel Valls a affirmé que la France et Israël menaient le même combat contre le terrorisme. Pour Manuel Valls, l'antisionisme est une forme nouvelle d'antisémitisme sur fond de conflit israélo-palestinien. Fin de citation. L'ancien Premier ministre français a estimé que les démocraties occidentales avaient été elles-mêmes face à un même adversaire, l'islamisme radical qui veut asservir et prendre le contrôle de populations entières. Ces milliers de jeunes radicalisés sont un terreau pour porter des coups contre nos valeurs et nos démocraties, a affirmé Manuel Valls hier soir, donc dans le cadre de ce forum international de lutte contre le terrorisme auquel il participe actuellement donc à Herzliya. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou, nous l'avons dit dans les titres, est en Argentine. Hier, il s'est recueilli devant le bâtiment de la communauté juive Amia et devant le site de l'ancienne ambassade d'Israël en Argentine, deux sites qui avaient été détruits lors de deux attentats terroristes en 1992 et en 1994, l'attentat contre le bâtiment de l'AMIA avait fait 84 tués. Hier, devant donc, ce bâtiment de l'AMIA, Benyamin Netanyahou a salué le président argentin Mauricio Macri pour avoir décidé de rouvrir l'enquête autour de ces deux attentats. Pour le Premier ministre israélien, il ne fait aucun doute que l'Iran est responsable de ces attentats. À noter que dans la délégation israélienne qui accompagne M. Netanyahou se trouvent des membres des familles des 4 diplomates israéliens qui ont été assassinés en 1992. Lors de l'explosion, donc lors de l'attentat contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires. Les sites d'information et quotidiens israéliens annoncent que le sommet israélo-africain qui devait se tenir le mois prochain à Lomé au Togo a été annulé, ou plutôt, si l'on peut dire, reporté à une date ultérieure. Selon les observateurs israéliens, le Togo a ainsi cédé aux pressions de l'autorité palestinienne et de plusieurs pays arabes qui ont tout fait pour empêcher la tenue de ce sommet. Le ministère israélien des Affaires étrangères a affirmé que ce report avait été décidé à la demande du président du Togo. C'est donc une information de ces dernières heures qui remet en cause peut-être ou qui hypothèque au moins pour quelques semaines le rapprochement entre Israël et plusieurs pays d'Afrique occidentale en particulier. Tsahal devrait terminer sous peu son grand exercice militaire dans le nord du pays, un exercice qui dure depuis plus d'une semaine. Et dans le cadre de ces grandes manœuvres, un officier supérieur de l'armée israélienne qui a tenu à garder l'anonymat a affirmé hier que le Hezbollah n'avait pas la capacité militaire de conquérir le moindre lopin de terre israélien dans le nord du pays. Selon cet officier, le Hezbollah a certes acquis une solide expérience en matière de combat sur le sol syrien au cours des dernières années, mais il ne pourra pas rivaliser avec Tsahal. Cependant, cet officier admet que si une confrontation est déclenchée avec le Hezbollah le long de la frontière israélo-libanaise, la ville israélienne de Nahariya sera la cible presque permanente des terroristes, quasiment jusqu'à la fin de ce conflit.
Le Israël Hayom consacre, lui, sa manchette ce matin à la mise en application de la loi sur le boycott des produits israéliens votée par la Knesset en 2011. Cette loi stipule que tout organisme qui appellera au boycott de l'État hébreu sera passible de lourdes sanctions financières. Et selon le Israël Hayom, c'est Amnesty International qui sera le premier organisme à tomber sous le coup de cette loi. Motif, Amnesty a appelé au boycott des produits provenant des localités israéliennes de Judée et de Samarie. Selon le Israël Hayom, l'une des sanctions que le ministre israélien des Finances, Moshe Kahlon, peut prendre contre cet organisme international serait de lui retirer la possibilité de distribuer des serfas pour les dons qu'il reçoit en Israël. Nous allons faire montre d'une tolérance zéro pour ces organismes, a déclaré hier Moshe Kahlon. Le site NRJ qui se fait l'écho ce matin des propos, on peut le dire scandaleux, tenus hier par la juriste Talia Sasson, qui est aujourd'hui la présidente de la très controversée nouvelle fondation, le Keren Hadacha. Dans un post sur Facebook, Talia Sasson a affirmé que l'État d'Israël était un État voyou qui se livrait à une purification ethnique. Cette petite phrase a provoqué de très vives critiques dans la classe politique israélienne. Certains ont qualifié Talia Sasson d'antisémite, d'autres ont préféré s'en prendre à la nouvelle fondation, l'accusant d'être viscéralement anti-israélienne. Ces contraintes et forcées que Talia Sasson a admis hier après-midi qu'il s'agissait là d'un propos, je cite, radical, qui a été tenu dans un contexte de tension, fin de citation. Mais en marge, ce qui est intéressant, eh bien, c'est la réaction de certains internautes qui ont comparé les propos de Talia Sasson avec l'affaire de la caricature de Yair Netanyahou, une caricature qui avait été qualifiée d'antisémite et qui avait véritablement suscité une très vive polémique en début de semaine, et de constater l'énorme différence de volume de couverture médiatique entre les deux événements, alors que l'ensemble de la presse israélienne s'est acharnée de manière presque obsessive contre Yair Netanyahou au cours des derniers jours. Eh bien, elle n'a pas daigné répercuter l'information révélée par le site NRJ et a passé sous silence les propos racistes de Talia Sasson, comme si celle-ci bénéficiait d'une sorte de traitement de faveur, écrit le NRJ, qui ose publier donc ce type d'information, le site NRJ qui est considéré comme un site de centre droit. Le Yediot Aharonot publie ce matin une manchette émouvante. En effet, le journal révèle que dans la voiture incendiée dans laquelle les corps des 3 jeunes kidnappés, Yehuda Ifrach, Naftali Frankel et Gilad Shaer, qui avaient été donc kidnappés et assassinés en juin 2014, cet assassinat qui avait profondément choqué les Israéliens. Donc à l'intérieur de ce véhicule, les forces de sécurité ont retrouvé partiellement calciné le journal personnel du jeune Gilad Shaer, Zichrono Livracha. Sur les pages donc partiellement jaunies et brûlées, on peut découvrir les attentes d'un jeune adolescent israélien, des attentes de la vie. On peut constater sa foi en Dieu et sa joie de vivre. Je sens que j'ai découvert en moi quelque chose de fort, la force de vivre, écrivait Gilad Shaer, donc dans ce journal personnel qui a été retrouvé donc dans ce véhicule. Et sa mère avoue qu'elle considère comme un miracle le fait que ce journal personnel ait pu être préservé d'une certaine manière. La totalité de cet article sur ce journal personnel de Gilad Shaer sera publiée en fin de semaine dans le Yediot Aharonot. Les journaux mentionnent que le ministre israélien de l'Intérieur, Aryeh Deri, a été à nouveau interrogé hier pour la 5e fois par les enquêteurs de la police dans une affaire de fraude fiscale le concernant. Cette enquête est conjointe à la police et à l'Office de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle ne concerne pas seulement Aryeh Deri lui-même, mais également son épouse, Yafa Deri, qui est soupçonnée de malversation dans le cadre d'une association d'aide sociale qu'elle préside. La fête de Rosh Hashanah, vous le savez, approche et pour des milliers d'Israéliens, il sera très difficile, pour ne pas dire impossible, d'offrir à leurs familles, à leurs enfants des repas de fête dignes de ce nom. C'est la raison pour laquelle de nombreuses associations d'entraide sociale se mobilisent en cette veille de fête et offrent à ces familles nécessiteuses tout ce qu'il faut pour passer la fête au moins pendant quelques heures dans la joie. L'une de ces associations est La Tête, qui a été créée et présidée par Gilles Darmon, qui chaque année organise conjointement avec la seconde chaîne de télévision un téléthon qui lui permet de collecter et de reverser des millions de shekels à cette action en faveur des familles défavorisées à l'intérieur de l'État d'Israël. Et puis une bonne nouvelle pour le tourisme israélien. Selon le ministre du Tourisme Yarim Levin, Israël accueillera d'ici la fin de l'année civile 2017 plus de 100 000 touristes en provenance de Chine. Et preuve que ce marché chinois est en plein essor, les quotidiens et les journaux télévisés d'hier soir ont annoncé l'ouverture hier d'une nouvelle liaison aérienne entre Tel Aviv et Shanghai.
Et puis Kalita est à l'honneur ce matin dans la version en français du Times of Israel. Le site se penche sur la campagne que Kalita mène depuis plusieurs semaines sur cette radio et dans d'autres médias en faveur d'un changement de la procédure de reconnaissance des diplômes des infirmiers et infirmières au LIM de France. Le site a interviewé le directeur de Kalita, Ariel Kandel, qui déplore que plus d'une centaine d'infirmières d'origine française qui ont fait leur alia ces dernières années ne puissent pas encore obtenir directement une équivalence de leur diplôme et ne puissent pas travailler dans leur profession, et ce, alors que le système de santé publique israélien est confronté à une très sérieuse pénurie d'infirmières. Le Times of Israel souligne que Kalita a lancé une pétition pour faire modifier cette situation paradoxale. Nous en avons parlé, bien entendu, au cours des dernières semaines. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. On marque une pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec Marc-Olivier Schechter. Nous allons parler d'éducation juive à travers le monde dans les écoles juives en diaspora et en particulier en Turquie. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.